Dans cette interview, je vous propose d'aborder l'aspect de la passion, de la créativité, de se développer au feeling avec Adrien Moulard. J'ai pas envie de vous en dire plus, je vous laisse découvrir son parcours, la manière qu'il a finalement utilisé pour se développer, l'état d'esprit également dans lequel il s'est trouvé et les différents conseils qu'il peut donner sur comment au fond, rester connecté à la passion, à la créativité et s'en servir pour développer une activité dans laquelle vous pouvez vous épanouir tout simplement. Salut Adrien, je suis très content de t'accueillir sur le podcast parce que on se connaît par Facebook interposé, je vois ce que tu proposes également, ça fait longtemps que tu es praticien, tu as diversifié aussi tes activités et je trouvais hyper intéressant de t'accueillir aujourd'hui, d'avoir un petit peu ton regard sur ce qui se passe derrière le métier d'accompagnant par rapport à ton expérience et tout ce que tu as fait. Super, bah écoute, salut Jean-Pierre et salut à tous ceux qui nous regardent et merci beaucoup pour ton invitation. Je suis aussi ravi qu'on ait l'occasion d'échanger en vrai et puis de voir effectivement comment nos expériences peuvent, euh, peuvent résonner. Et ouais, l'idée, c'est, comme d'habitude dans ce podcast, c'est d'arriver à inspirer, à soulever certaines réflexions aussi. Alors, je sais pas ce que nous, on veut soulever aujourd'hui, j'en sais rien du tout, mais d'apporter vraiment un regard, un éclairage pour que finalement, tous ceux qui souhaitent vivre de ce métier d'accompagnant, qui est à la fois un job magnifique, mais en même temps très exigeant sur énormément de paramètres, de critères, c'est de permettre d'ouvrir un petit peu une forme de capsule d'éclairage sur quelque chose. Alors, ce que je te propose, c'est peut-être déjà de nous parler de ton parcours, parce que ça fait 10 ans, tu m'as dit tout à l'heure. À peu près. À peu près 10 ans. Si tu peux me parler un petit peu de ton parcours, ce qui t'a amené aussi finalement à faire ce que tu fais aujourd'hui. Peut-être en commençant par ce que tu fais aujourd'hui et puis on rétropédale un peu comme je fais Ok, d'habitude. cool. Bah, aujourd'hui, je me sens hyper chanceux parce que mon activité principale en termes de temps passé, c'est la pratique en cabinet. Il y a Génération Formation, qui est une école d'hypnose et de PNL à Montpellier, qui m'a sollicité depuis un peu plus d'un an pour être formateur pour eux. Donc ça, c'est une activité qui prend moins de temps, mais qui est plus rémunératrice. Comme j'ai une dimension un peu créative, ça fait un petit bail maintenant, ça fait 4 ans, que j'ai eu l'idée de lancer des dégustations amplifiées par l'hypnose. Et du coup, ça, c'est une activité qui ne fait pas encore nécessairement du business très récurrent, mais qui commence à prendre de l'ampleur et qui me fait travailler aussi. Et, euh, et du coup, moi, l'hypnose, comment je te raconte ça sans trop m'étaler. Euh, Dans ma vie, je ne savais pas trop où je voulais aller, donc j'ai un peu suivi les rails familiaux. J'ai fait une prépa, une école de commerce. Après, j'étais consultant pendant quelques années. Et quand j'en ai eu marre d'être consultant et que j'ai eu le sentiment que c'était pas ma voie, d'ailleurs, c'était amusant parce que tu vois, c'est vraiment une émotion désagréable, moi, qui m'a fait bouger. Je me suis projeté à la place de mon manager et de mon patron à leur âge. Et à l'intérieur, il y a un truc qui a fait, mais c'est mort, quoi. Ouais, Je veux pas cette c'est pas vie-là. la peine, quoi. C'est pas ce que je veux, en fait. Et j'ai beaucoup d'amitié pour eux. Voilà, aujourd'hui, c'est des amis. Et en fait, je me suis rendu compte que à ce moment-là, que j'avais franchement jamais vraiment réfléchi à ce que je voulais. J'ai même eu l'impression que je savais plus trop vouloir, comme si à une époque, quand j'étais ado, j'avais un peu lu des bouquins sur le bouddhisme et j'avais cru que si je me déshabillais de mes désirs, je serais heureux. Et en vérité, c'était plus apathique que heureux. Mais cette émotion un peu ouais, de frustration et puis d'être paumé, de ne pas savoir, j'ai l'impression que ça a activé quelque chose en moi. Tu vois, j'ai commencé à avoir eu des petites envies, puis quelques mois plus tard, j'étais dans une transe éthylique au Nouvel An. Et puis j'ai eu un flash, je me suis dit, putain, je vais faire un tour du monde. Euh, Au mieux, je trouve ce que je veux faire. Et au pire, j'apprends l'espagnol, parce que moi, j'ai fait allemand LV1 au lycée, et j'aime bien les langues, et j'étais frustré de ne pas parler espagnol. Et en fait, ça m'a pris plus d'un an pour partir de cette boîte. Et au bout de 6 mois, j'ai rencontré un vieux pote du lycée qui, lui, était devenu magicien. Il me disait, Ouais. tu peux apprendre la magie. Et en apprenant la magie, il avait appris l'hypnose. Et du coup, on allait boire une bière dans un bar et il m'a parlé d'hypnose. Et je pense que, franchement, je ne crois pas que c'était une stratégie dans sa tête, mais il a expliqué, c'est une vision un peu PNL. Tu vois que pour lui, l'hypnose, c'était comme si on aurait un centre des commandes à l'intérieur avec des boutons, des leviers, des interrupteurs. Et coup de bol, interrupteur, c'est la métaphore qui m'était venue quand j'avais eu ma révélation bouddhiste. Et donc, Ah ben j'ai vu mon voilà. interrupteur couvert de poussière, toujours éteint. Et donc, j'ai eu un flash à ce moment-là.
à la fois que l'hypnose était ce que je voulais faire et que ça allait être ma passion et mon travail, et aussi que j'allais être un acharné. Euh, les gens, on a tous des modes de fonctionnement différents. Moi, mon cerveau, bon, il y a des trucs sur lesquels il n'est pas très bon, hein, mais en termes d'apprentissage, il est assez rapide. Et du coup, j'avais souvent pas fait beaucoup d'efforts pour apprendre. Et heureusement, à ce moment-là de ma vie, je m'étais rendu compte que tu peux devenir médiocre très rapidement. Mais par contre, pour être bon et pour être excellent, il faut être persévérant, il faut un travail d'acharné et ça se fait sur le temps. Ça se fait sur le Donc temps. voilà, je me suis lancé et pour rentrer un peu dans le thème du podcast, je pense que si j'avais été lucide, je ne sais pas si je l'aurais fait, quoi. Moi, c'était une époque où j'avais plein de sous de côté, donc je suis parti faire mon tour du monde. Je suis parti apprendre l'hypnose en autodidacte, en anglais, parce qu'il y avait plein de ressources en anglais. Puis j'apprenais l'espagnol, donc j'ai appris l'hypnose en espagnol. Et puis, je suis entré me former en 2013 et je me suis officiellement installé en 2014, sachant que la rencontre avec cet ancien ami avait lieu en 2011. D'accord. Tu as Et à ce rencontré moment-là, t'as rencontré ton Gandalf, en fait, ouais, comme ouais. Bilbo dans le Bah, Voyage du voilà, Héros, c'est un peu exactement. ça. Et à ce moment-là, quand je suis rentré de mon voyage, je suis rentré vivre chez mes parents, j'avais pas de charge, pas de loyer, et donc j'ai commencé à lancer mon activité dans des conditions qui étaient luxueuses, quoi. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est en fonction des différentes situations, hein, c'est souvent le cas hein, qu'on aborde dans cette vie d'accompagnant, mais en fonction des cas, c'est différent. Il y en a, ils ont des familles, ils ont des Ouais, charges, il y en a, ils n'en ont pas. Donc, c'est toujours intéressant de se poser la question où j'en suis dans ma vie aussi et quels sont peut-être aussi les risques que je peux prendre ou le confort que je peux avoir quand je me lance. Donc, toi, c'était plutôt confortable. c'est ça. Et pour moi, ça me paraissait normal. J'étais pas encore dans la lucidité de savoir qu'on était tous différents et qu'on avait des situations de vie très différentes. Donc, je suis parti bille en tête avec cette facilité et cette sécurité économique. Bien sûr. Euh, qui m'a permis de développer progressivement l'activité à une époque où on était en 2014, où je crois que j'ai eu aussi du bol en termes de timing, puisque la vague de l'hypnose commençait à avoir bien grossi. Ça commençait à être un phénomène de société, on en parlait, ça commençait à être connu. Mais en termes de formation et de praticiens, il n'y avait pas non plus encore la pléthore qu'on a aujourd'hui. Donc je me suis retrouvé à un moment où il y avait de la demande et pas forcément énormément d'offres. Et Et donc, oui. donc ça Donc, m'a c'était plus permis de lancer facile. mon activité. Tu dirais quoi, toi, à quelqu'un qui veut s'installer en 2022, enfin, aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui conseillerais, en fait? Parce que la situation est différente, hein, le marché est différent aujourd'hui. Alors, Tu lui juste dirais quoi, toi? pour que la tête que je viens de faire ne soit pas mal interprétée, De mon toute façon, on chat la vient de verra faire pas, un hein, on est truc. en audio. Hein. Ah, ok. Donc, je pensais qu'elle était en vidéo. Très bien. En tout cas, mon chat vient de faire un truc de cliffhanger que je l'ai jamais vu faire. Donc, j'espère que tu couperas ça au podcast et j'espère avoir pas Non, trop laissez, compliqué c'est cool. l'animation où on laisse les petites surprises. Je dirais quoi à quelqu'un qui souhaiterait s'installer? C'est une bonne question. Déjà, je questionnerais sa situation. C'est ce qu'on vient de se dire. C'est très différent. Tu vois, je sais pas, un jeune qui est encore ou qui sort de ses études, qui, je sais pas, qui est aidé par ses parents ou qui a un peu de sous de côté, que quelqu'un qui a trois enfants à charge et qui doit payer des études. Donc, on n'est vraiment pas du tout dans les mêmes sphères. Ce que je recommande souvent à mes stagiaires, c'est je ne dirais pas que je le recommande, mais en tout cas une piste, c'est de faire quelque chose de progressif. C'est-à-dire, si tu as l'option de garder ton activité économique, quitte à être au 4/5e ou à mi-temps, et d'ouvrir progressivement ton cabinet, de louer un lieu un jour ou 2 jours par semaine, ça permet déjà de se confronter à la réalité terrain, de travailler et de voir comment la pompe s'amorce, d'obtenir des clients, de voir les résultats. Et puis, ça crée un phénomène de rareté qui fait que tu n'as pas tout de suite 5 jours ou 6 jours par semaine qui sont ouverts dans ton agenda. Voilà, l'idée générique qu'il faudrait adapter au cas par cas, c'est de se sécuriser et, économiquement et si possible, de faire un lancement progressif, je dirais, de l'activité. Ouais. Il y aura des contre-exemples, hein, mais c'est Il ce y que en je a, dis oui, souvent quand. il y en a toujours. Moi, quand je me suis lancé, je devais remplir mon cabinet dans les 2 mois. Sinon, j'étais à la rue. Donc, avec la femme enceinte et un gamin, donc dans Ah une ville ouais, où je ok. connaissais personne et tout, je l'ai fait en mode vraiment hardcore, quoi. Donc, tout ce qui me restait sur le compte bancaire, je l'ai mis dans des pubs, des machins, j'étais à zéro de partout. Waouh, Et ça, le ouais, stress que tu as dû avoir. ouais, c'était un peu chaud patate, hein, je te l'accorde.
Mais le contexte était aussi différent, mais je pense qu'aujourd'hui, si j'étais dans la même situation, je prendrais la même stratégie, c'est-à-dire all-in, quoi, dans ma situation. Mais effectivement, quand on peut sécuriser, c'est ce que je recommande à tout le monde. Sécuriser, sécuriser, sécuriser. Je suis complètement d'accord avec toi, surtout au vu des situations économiques qui évoluent aussi aujourd'hui. Hein. Je pense que là, aujourd'hui, c'est une réalité qu'on ne peut plus cacher, qu'on ne peut plus nier. Et effectivement, prendre le temps, se sécuriser financièrement, voir ça dans la durée. Et tu n'as pas l'impression, par rapport à toutes ces pratiques, alors on parle de l'hypnose parce que c'est ce que tu fais, mais moi j'ai envie d'élargir un petit peu à toutes les formes d'accompagnement, parce qu'aujourd'hui on peut quand même considérer qu'il y a énormément de formes d'accompagnement qui existent et qui se développent. C'est bien, pas bien, j'en sais rien du tout, on n'est pas là pour débattre là-dessus, mais il y a un peu cet effet du vite, 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 qui est aussi inhérent un peu au fonctionnement de notre société. Je veux vite changer de quelque chose, je veux vite m'installer, je veux vite passer à autre chose parce qu'aujourd'hui, la situation ne me convient plus. Et ce côté de résilience, patience, prendre le temps, est plus difficile à intégrer. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je raisonne assez fort. En tout cas, niveau client, c'est sûr qu'on n'est plus du tout dans une mode à la Ericsson où tu pouvais entraîner tes clients pendant 8, 10, 16, 20 heures à l'hypnose avant de commencer un travail thérapeutique. Euh, J'avais eu l'idée de proposer, tu vois, commercialement, que la première séance soit juste un entraînement à l'hypnose pour s'alléger de la pression du résultat et puis de manière un peu cachée, de quand même travailler, tu vois. C'est pas très vendeur. Hein. Non, ça n'a pas pris. Hein. Dit Ça n'a comme pas ça, pris. c'est sexy d'un point de vue thérapeutique et C'est stratégique, ça. mais je pense que c'est pas sexy d'un point de Point vue de vue client, commercial. ça ne marche pas du tout. Donc voilà, j'ai arrêté. Euh, euh, et excuse-moi, j'ai un peu perdu le fil. Tu me remets la question? Non, mais le truc, c'était vraiment cette notion Oui, de d'impatience ou de rapidité. vouloir Ouais. aller vite et de prendre des décisions fortes. Il y a aussi ce biais-là, j'ai l'impression, quand on se forme, parce que quand on se forme à, peu importe, à PNL, hypnose, sophrologie, bref, toutes ces pratiques-là, on travaille sur soi. Et à Ouais. partir du moment où on travaille sur soi, des fois, il y a des prises de conscience qui sont très fortes, qui amènent à vouloir installer des changements très rapides aussi, des fois. En se disant, allez, je veux vite passer à autre chose, je veux vite me lancer ou ce genre de choses. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, hein, je ne fais pas une généralité ici, mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu ce phénomène de manque de patience, ne serait-ce que dans le projet d'installation et de reconversion. Ok. Effectivement, je me suis un peu perdu puisque j'ai commencé à répondre côté client. Ce que tu disais tout à l'heure sur l'investissement un peu all-in et la pub pour lancer ton activité, je suis assez admiratif. Moi, j'ai pas trop cette vision et cette compréhension stratégique des pubs, etc. Donc j'ai l'impression d'avoir plutôt adopté spontanément, mais encore une fois, tout ça était plus intuitif que vraiment réfléchi avec un business model et un business plan. Euh, une approche de petits pas, quoi, de séances, de bouche à oreille. J'ai fait ma page Facebook à l'époque et puis j'aime bien les langues, donc du coup j'avais traduit des vidéos qui étaient en anglais et du coup ça fait un peu exploser ma page qui aujourd'hui a quasiment 10 000 followers, donc c'est quelque chose sans être extraordinaire non plus. Mais tu vois, je ne l'ai pas fait avec une stratégie en me disant bah, attends, j'investis, je fais de la pub, je veux être à tel niveau, à tel endroit. Moi, j'ai plus l'impression, encore une fois, c'est un truc que je travaille en thérapie d'ailleurs, de m'être laissé porter à la fois par la vague en elle-même de la vie et de l'hypnose et par mes modes de fonctionnement, que d'avoir une stratégie d'efficacité et avoir voulu avoir du résultat immédiatement. Mais encore une fois, j'étais dans un contexte qui me le permettait. Exactement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fonction du contexte, on peut se le permettre ou on ne peut pas se le permettre. Ouais. Et c'est peut-être aussi intéressant de se poser la question, comment je peux favoriser un contexte dans lequel, pour ceux qui ont du mal aussi à poser des stratégies, moi je répète à tort et à travers que se lancer sans faire de business plan, c'est une hérésie. Mais si le contexte le permet, ben pourquoi pas? Après, le problème, c'est la concurrence, c'est qu'il y a beaucoup de monde sur le marché aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément d'offres. La situation économique, il y a énormément de critères qui me font dire si aujourd'hui tu veux sérieusement en vivre, et quand je dis sérieusement, c'est remplir ton frigo, hein, basiquement, hein, se laisser porter, ça Et peut être emmener un tes petit peu enfants en pris. vacances. Et amener Amener tes tes enfants en enfants. vacances, si on a un peu Oui, d'ambition, tu vois. même, Ouais, non, mais c'est ça dont on parle, c'est quoi. ce que je dis toujours, hein, c'est la première étape, c'est que le frigo soit rempli. La seconde, c'est de vivre hein, quand même. Hein. Parce que rester en mode survie pendant des années, pour l'avoir vécu pendant 3 ans, c'est pas confortable.
avec les gosses derrière, on fait gaffe à ce qu'on dépense, on peut pas forcément partir en vacances, ou alors on se met dans le rouge pour partir en vacances histoire de offrir autre chose que la maison. Donc, et effectivement, la notion de contexte, mais en tout cas, toi, dans ce qui s'est passé pour toi, bah, d'avoir un contexte favorable t'a permis de te laisser porter et de finalement de construire. Tu dis 10 000 followers, c'est pas grand-chose. Excuse-moi, je connais pas beaucoup d'hypnos qui ont 10 000 followers sur leur page. On n'est pas Au passage. on n'est pas des influenceurs Instagram, etc. Quoi. Et puis elle plafonne un peu là, ça fait quelques temps Peu importe, mais tu as grandit quand moins. même, dans ce côté de me laisser porter, bah, finalement, tu as quand même construit des choses hyper intéressantes. Bah, alors, je suis très actif, donc je fais plein de choses, donc je ne me laisse pas porter sans rien faire. En revanche, avec le recul, c'est ce qu'on se disait, je n'ai pas établi une stratégie consciente. Quand j'ai fait un coaching, à un moment, je me suis rendu compte que mon ambition, c'était d'être une référence française et internationale de l'hypnose. Et en fait, j'ai le sentiment que c'est ce que je continue de construire progressivement, et qu'en fait, ça s'est fait presque malgré moi, mais parce que l'objectif, il était là au fond de moi. Je ne l'avais peut-être pas conscientisé, je ne l'avais peut-être pas verbalisé, mais quand il a émergé, je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que je savais que c'était ça mon ambition. Donc, tu vois, c'est vrai qu'il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne connaît pas le port où il veut aller. Je ne sais plus quelle est l'expression. Bah, oui et non. Je veux dire, tu ne sais pas exactement où la vie va t'emmener, mais c'est vrai que si tu as une idée générale de la direction et qu'elle est, je pense, incarnée émotionnellement, j'ai l'impression qu'en tout cas, ça a contribué à ce que mon chemin m'amène à un endroit où aujourd'hui, je suis satisfait et je m'estime chanceux aussi parce que, notamment, le fait d'être formateur, pour moi, ça a été un game changer, quoi. À la fois en termes de Ça, réalité économique, d'exposition, de notoriété, et puis comment dire, d'inspiration, de confiance. Bon, si tu es formateur en hypnose, c'est qu'a priori, tu es quand même un bon hypno, quoi. bah, la question que j'ai envie de te poser suite à ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Je l'ai posé également à d'autres. Qu'est-ce que tu répondrais à ceux qui disent il faut devenir formateur pour en vivre correctement de ce métier? J'attends ta réponse avec grande impatience parce que j'ai plein de réponses différentes à chaque fois. Ben, ça dépend comment tu fonctionnes. Moi, je suis un peu un flemmard, Ouais. dans le sens où j'ai pas envie de trop travailler. Donc, je ne sais pas si tu arrives ou si les gens qui nous écoutent arrivent à faire 5, 6, 7 séances par jour, 5 jours, 6 jours par semaine. Ce n'est pas du tout comme ça que je travaille. J'ai fait des journées à cette séance, ça arrive, c'est excitant, ça fait faire des séances différentes que quand on a plus de temps et plus de disponibilité, mais ce n'est pas du tout mon organisation régulière. Et donc, quand tu gagnes en 5 jours l'équivalent de ce que tu gagnes le reste du temps en séance, par le biais de la formation, c'est à peu près ça les équilibres. Effectivement, il y a une sécurité économique et une efficacité économique qui est incomparable. C'est intéressant parce que Donc, toi, ce que tu soulignes, c'est par rapport à toi, ton mode de fonctionnement et de comment tu as envie de travailler. C'est ça qui est intéressant. Parce que dans un autre podcast, je pose aussi cette question et la réponse, elle est claire. Elle est non, on n'est pas obligé de devenir formateur pour en vivre correctement. C'est question de sensibilité, d'envie, etc., etc. Et toi, tu parles du comment tu as envie de travailler. Je trouve ça intéressant. Tu n'as pas envie de t'envoyer. Moi, je t'en connais, ils te font 7-8 séances. J'étais en coaching hier avec quelqu'un qui est comme ça. Hein, fait 7-8 séances par jour, tous les jours de la semaine, 6 jours par semaine, quoi. Machine, quoi. Elle adore. Cool. déjà, faut y arriver à ça. Ah, faut y arriver à ça déjà. Ah ben, faut voir les moyens qu'elle s'est donné aussi pour y arriver. Hein. On parlait tout à l'heure de envoyer la sauce en termes de communication, de compétences com. Il n'y a pas de secret. Hein. À un moment donné, plus tu es visible, plus tu risques d'avoir du monde et plus ta communication est de qualité et plus tu as du monde. Il n'y a aucun secret. Après, derrière, bien sûr, la compétence. Si tu es nul, bah, tu n'auras pas. Bon, ouais. Pour moi, Quand tu es sur la c'est stat, presque. ça peut Voilà, survivre. Mais... ça peut survivre, mais ça ne tiendra pas bien longtemps, je pense. Mais l'aspect compétence, pour moi, il est toujours indispensable. Si tu es nul, bah, tu n'auras personne dans la durée, c'est évident. J'ai l'intuition qu'il y a peut-être un espace où ça peut être faux. C'est les gens qui proposent, tu sais, des séances d'arrêt du tabac en groupe très chères.
Ah oui, ça là. Oui. Je me dis que si tu as 20% des gens, même si tu es nul, 20% des gens qui vont trouver leur compte et qui vont arrêter de fumer dans ce moment-là, bah, ça peut suffisamment faire tache d'huile pour que tu arrives à en vivre, même en Ouais. étant nul. Parce que Ouais. les autres ne le diront pas. Mais c'est peut-être le seul endroit où ça peut marcher. Après, il y a une question d'éthique aussi après derrière, hein. Je Ah, pense, d'éthique chacun fait bien ce qu'il professionnelle. veut en son âme et conscience. Ouais, c'est ça. Tiens, j'ai envie de te poser une question. C'est quoi la plus grande claque que tu t'es prise en tant qu'indépendant? C'est-à-dire dans cette vie, finalement, OK, il y a la vie d'accompagnant, mais on est aussi indépendant entrepreneur. C'est quoi la plus grande claque que tu t'es pris par rapport à ce que ça représente d'être indépendant? Si tu as pris une claque, hein, s'il faut. Ouais, je cherche. Je suis pas très fan de l'administratif, mais je ne pourrais pas dire que j'ai pris des claques. J'ai pris une claque relationnelle quand ma première association s'est arrêtée, Ouais, euh, justement avec la personne qui m'avait ouvert cette porte de l'hypnose. J'ai procrastiné, j'ai galéré à passer en statut URL après des années d'auto-entreprise. Mais quand tu dépasses structurellement les seuils, il y a un moment où il faut bien passer le cap. et t'as pas le choix, ouais, c'est ça. Euh, Pas t'as le choix, mais après, ça devient moins rentable et moins efficace. Donc, bah écoute, non, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir été un peu épargné par les coups quand même, hein. Ouais. Quand on dit claque, ça peut être une prise de conscience ou quelque chose auquel tu Ah, t'y attendais pas, hein. Ça peut être ça aussi. Pas forcément une difficulté ou un événement précis. Ça peut être juste, waouh, je m'attendais quand même pas à. ouais, alors quand je. C'est parce que c'est ouais, sur l'idée d'indépendant. Par rapport à l'hypnose, moi, la claque absolue, ça a été que quand j'y suis rentré, c'était dans l'idée de découvrir une technique qui avait l'air intéressante. Et en fait, en, en explorant et en travaillant avec les gens, c'est comme si les gens se seraient des livres. Et moi, je crois qu'avant, je me contentais de lire le titre ou la quatrième de couverture et j'avais l'impression de savoir et puis en plus de penser que c'était pas très intéressant. Et comme si l'hypnose, ce serait la grammaire. Et donc, pour apprendre la grammaire, ben, j'étais obligé de commencer à lire les livres. Et en lisant les livres, ben, en fait, je me suis rendu compte que ben, les gens étaient extraordinaires. Et donc, dans une idée à la base d'acquérir de la technique, moi, l'hypnose m'a ouvert une porte de connexion humaine et relationnelle euh, d'une profondeur que j'imaginais pas, quoi. Moi, j'étais un peu dans ma tour d'ivoire à penser que j'étais génial, à trouver les autres nuls. Bon, ça m'a fait redescendre et de me voir de manière plus réaliste et ça a fait Ouais. remonter les autres et du coup, ça m'a permis je pense vraiment même de rentrer en lien avec l'autre de manière bien plus authentique et véridique que ce que je faisais avant. Euh, Ouais, non, je bug un peu sur la suite. Non, mais il y a peut-être Je te dis, rien. j'ai l'impression ouais, d'avoir eu du bol que, à la fois de timing et de manière de travailler, voilà, de stratégie des petits pas, de me dire, bah, je sais pas si j'aurais eu la lucidité de, de, de définir l'objectif pour être là où je suis aujourd'hui, mais avec le recul, je me sens chanceux d'être là où je suis aujourd'hui, quoi. Ouais. Donc, si tu devais, en repensant à tout ton parcours, euh, définir trois qualités ou compétences que tu as finalement développées ou utilisées ou un état d'esprit en fait dans lequel tu étais. Tu as déjà évoqué les petits pas là, mais c'est peut-être pour compléter un petit peu. Pour arriver à réussir à vivre de ton activité comme tu le vis aujourd'hui, ce serait quoi les trois, quatre critères, compétences, qualités, état d'esprit, mantra, j'en sais rien du tout, à avoir que toi, tu as développé ou tu as eu? Ouais, alors là, la réponse me paraît plus facile. Le premier élément, il est un peu paradoxal, c'est que ce que je te disais à l'instant, pendant longtemps, je crois que j'étais un peu égocentrique et content de moi et j'aimais pas trop les autres, pas trop les gens. Et du coup, j'en avais un peu rien à foutre. Et en fait, ça a été une force parce que je me sens comment dire, peu responsable de la vie des autres. Oui, Donc effectivement. rapidement, j'en ai eu pas grand-chose à faire que les gens changent tout de suite suite aux séances. Bah, évidemment, tu as toujours envie que les gens changent et Ah d'avoir des oui, résultats, mais ma valeur et mon engagement et mon travail n'étaient pas corrélés
aux résultats immédiats que mes clients pouvaient obtenir. Donc ça m'a permis de tenir la barque et de rester de foncer sans avoir besoin de la validation immédiate au début, d'avoir suffisamment de réussite. Le travail, dans le sens où, c'est ce que je te disais un peu en début de podcast, moi je suis clairement passionné d'hypnose. Quand je suis passionné, j'ai tendance à bosser à fond, à lire des bouquins tout le temps, être sans cesse en train de réfléchir, à écouter des podcasts, des trucs. Et en plus, j'ai eu la lucidité, j'arrivais à un moment de ma vie où je n'allais pas lâcher l'affaire, c'est ce que je te disais. Hein. Je pense que tu peux tu peux acquérir des techniques d'hypnose en quelques jours en stage d'hypnose de rue, avoir des idées stratégiques, thérapeutiques. Mais je crois que pour devenir un excellent thérapeute, c'est des années et des années de travail acharné, quoi. Donc, à la fois côté fonceur, le côté bosseur, et puis c'était une formule que je pique à Laurent Bertin, mais je me reconnais exactement dans cette stratégie, une stratégie de générosité. Oui. C'est-à-dire que ce qui a fait décoller ma page, c'est le fait que, il y a un moment, j'ai pris du temps pour traduire des vidéos et que je les ai mises à disposition gratuitement. Et quand j'ai été recruté par l'organisme de formation l'an dernier, on a fait un test en visio sur un module de formation. Et en fait, la plupart des gens qui étaient là ont témoigné, on a dit a posteriori, qu'en fait, ils connaissaient des réseaux sociaux et qu'ils trouvaient que mes contributions étaient souvent généreuses et judicieuses. Oui. C'est vrai que moi, je ne sais pas, sur les réseaux, sur Facebook, quand on écrit sur Internet, j'essaye de faire un peu gaffe à ce que j'écris. C'est notre métier de mettre un peu les formes, en tout cas d'essayer d'enrober la communication pour qu'elle soit la plus efficace et la plus facile à recevoir chez nos interlocuteurs. Et du coup, je crois que ce soin, mais qui traduit aussi un peu ma manière d'être en général, hein, mais le soin que je mets à essayer d'apporter des choses à la fois de qualité et d'une manière qui soit la plus positive possible, au long cours, à créer ou donner une image de moi qui du coup est suffisamment positive pour que ça fonctionne. C'est rigolo que tu parles de générosité. Hein. Vas-y, continue. Ouais, non, et dernier axe, la créativité, parce que, mais ça va dépendre des uns et des autres. Mais voilà, moi, j'ai l'impression que j'ai le cerveau qui est en émulsification. Tu vois, je suis créatif sur le mot, quoi, au moment où je vous en parle. Et donc, le fait d'explorer, de tenter des trucs, le vin sous hypnose, au départ, c'est venu d'autre chose. J'ai eu l'idée de faire du yoga sous hypnose et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et puis, pour différentes raisons, la personne avec qui je faisais ça est tombée enceinte. Et puis, économiquement, c'était un peu compliqué parce qu'il y a probablement moins d'argent dans la pratique du yoga que dans l'œnologie. Donc, voilà, pour arriver à être rentable quand tu as deux coachs c'est compliqué, en yoga et en hypnose, louer une salle, faire la com, etc. On a fait ça quand même quelques années, hein, mais bon, au bout d'un moment, ça s'est un peu épuisé. Mais ça m'avait lancé pour imaginer des collaborations ou des fertilisations croisées entre différentes pratiques. Et quand j'ai rencontré l'œnologue dans une réunion professionnelle, j'ai eu ce flash. Je me suis dit, attends, mais on peut faire de la dégustation sous hypnose, il faut tester ce truc-là. Et du coup, pareil, tu vois, je n'ai pas fait de business plan. Je suis allé la voir, je lui ai proposé, on a testé, et puis ça a marché. Et du coup, depuis, on le fait pas. Ce que je trouve intéressant dans ton approche, c'est la notion, c'est pour ça que je mets souvent des coups de pied au cul un petit peu aux gens. Je dis, allez, vas-y, teste. Vas-y, fonce, teste, sois créatif, essaye le truc, tu verras bien. Parce que je pense qu'il y a un équilibre effectivement à trouver entre l'anticipation par rapport à la situation dans laquelle on est, de ne pas se foutre dans le rouge ou dans la merde en décidant de se lancer dans quelque chose qui, peut-être pas. Si ton frigo il est vide, c'est compliqué d'être créatif. Hein. C'est ce que je pense toujours. Hein, tu vois. C'est difficile d'être serein et créatif quand tu es en mode survie. Donc, quand ça c'est sécurisé, mais après derrière, quand ça c'est sécurisé, effectivement, à un moment donné, doser, tester des choses, voir comment ça fonctionne. Et ce que je trouve intéressant justement dans ta démarche, c'est après la réflexion de rentabilité. À un moment donné, OK, j'ai testé, j'ai fait, ça m'a permis d'avoir une expérience. OK, est-ce que je continue? Parce que finalement, qu'est-ce que ça continue à m'apporter sur tous les plans et même sur le plan économique? Et souvent, je vois beaucoup d'hypnos qui veulent s'associer, d'hypnos ou d'accompagnants de manière générale qui veulent s'associer et qui me posent la question comment on fait la répartition économique? Ouais, OK, c'est bien de tester à deux, ça peut apporter des choses et des fois, aussi de se poser la question, qu'est-ce que ça me rapporte véritablement? Et c'est de garder aussi la logique d'indépendant d'entrepreneuriat à un moment donné et d'arriver à trouver ce juste équilibre, hein, des fois. Hein, parce qu'à chaque fois, c'est drôle, tu reparles de l'aspect business et rentabilité quand même. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce que tu dis.
je sais pas, j'ai eu la chance de naître dans un contexte où j'ai plutôt bien vécu et j'ai jamais eu de pression sur savoir justement comment remplir le frigo et pouvoir vivre de manière cool et de faire des choses enthousiasmantes. Et j'ai l'ambition de maintenir ce niveau de vie. Et puis tu parlais d'enfants, pareil, j'ai mon fils qui est arrivé et donc ben, je pense que c'est un révélateur aussi. Hein, tout le temps que je ne passe pas avec lui, ben, je ne le passe pas avec lui en fait. Et ouais. Donc, même si j'adore mon travail, etc., est-ce que avant, c'est vrai que j'étais peut-être plus prompt à investir du temps dans des choses qui étaient peut-être moins efficaces ou finalement moins intéressantes. Euh, j'ai eu l'impression presque de m'éparpiller, même à un certain moment. Et là, maintenant, j'ai l'impression de rentrer dans une phase plus de volonté d'entretien et de récolte des sillons que j'ai patiemment, entre guillemets, créés et semés. Euh, je rentre probablement dans une phase moins de développement et plus de structuration de mes activités, quoi. En gros, j'ai la pratique en cabinet, la formation en hypnose, les dégustations amplifiées par l'hypnose. Et le dernier point dont on n'a pas parlé, c'est les formations en entreprise, parce que j'ai du coup une expérience du monde de l'entreprise et que parmi les choses de créativité que j'ai pensé intéressantes, c'était comment est-ce que nos outils d'hypnose peuvent trouver leur place dans l'environnement professionnel. Et là Exactement. aussi, à la fois dans un plaisir de créativité, d'exploration, de voir comment on peut créer des choses, même si tu regardes, il y a quand même beaucoup de choses qui ont déjà été faites, notamment la PNL qui avait Bien sûr. vocation d'entrer dans ce domaine. La joie d'être créatif, de trouver des idées, des outils qui peuvent être utiles, et puis une dimension économique. Quand tu vends une prestation en entreprise, c'est tout de suite des ordres de grandeur qui n'ont rien à voir avec le travail avec des particules. Et oui, c'est cet équilibre que je trouve chouette chez toi, c'est le côté très créatif, spontané, l'envie, se laisser porter, et en même temps la réflexion sur ben, comment tu dépenses ton énergie par rapport à tes priorités de vie et quelle est la rentabilité de ce que je suis en train de faire par rapport au temps finalement que j'ai à ma disposition. Moi, c'est pareil, hein, j'ai 3 enfants, dont 2 qui sont encore petits. Faut que je réfléchisse très très fort à comment j'organise mon activité pour avoir du temps de qualité avec eux parce que c'est maintenant que ça se passe. Hein. C'est pas quand ils auront 35 ans. Hein. Du Donc coup, c'est ça pour me ça fait aussi faire. qu'en fonction des situations, que ça soit, c'est intéressant, en fonction des situations de départ, en fonction de la situation, comment elle évolue dans ton évolution, on voit que ben, entre ben, le contexte plutôt favorable dans lequel tu as pu te lancer, tu as pu être créatif, explorer des choses. Aujourd'hui, ben, le contexte, il évolue et les décisions aussi, elles évoluent, mais toujours quand même avec cette trame de fond de la créativité, de l'expérimentation et à la fois quand même de la rentabilité derrière, quand même. Je trouve intéressant, dans l'état d'esprit. Et je rajouterais, tu vois, ça me fait faire un lien de plus, le côté passion ou talent de faire ce qu'on aime et de faire ce dans quoi on est bon. Moi, je disais, mon cerveau, sur la mémoire, parfois c'est un sacré souk, mélanger les dates, les gens, les événements. Voilà, j'ai pas forcément des grandes qualités à cet endroit-là. En revanche, je ne sais pas pourquoi, mais les langues, mon cerveau, il aime ça. J'ai Ah l'impression que oui. ce que j'apprends, je le retiens. J'ai l'impression que j'ai jamais vraiment eu le niveau en chinois pour avoir une conversation, mais quand j'entends des Chinois parler dans la rue, il m'arrive de comprendre des mots et parfois même à peu près ce qu'ils se racontent. C'est très prétentieux, je te dis, dans le sens où je suis totalement incapable d'avoir une conversation. C'est juste que des choses que j'ai apprises il y a 10 ans, j'ai l'impression que mon cerveau, sur les langues, peut s'en rappeler. Tu vois, en te parlant, je me rends compte que cet amour des langues et ça m'a poussé à choisir de faire ce voyage, qui donc a contribué à la découverte. Ça me fait travailler, moi, du coup, quand je fais de l'auto-hypnose, je la fais en anglais, parce qu'au départ, moi, l'hypnose, je l'ai apprise en anglais. Et puis là, l'anglais, c'est une langue qui est hyper fluide pour la suggestion et pour le saupoudrage et pour plein de choses. Du coup, il y a quelqu'un qui a posté sur Facebook pour trouver un Tony Robbins qui pouvait intervenir en France. On a discuté et puis du coup, on a passé 1 heure et demie à se raconter nos vies en anglais et du coup, ils m'ont fait faire du business intéressant. En espagnol, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui fait de l'hypnose en espagnol en France. Donc là, il y a une nana qui m'a appelé pour savoir si on pouvait travailler ensemble. Et puis son entreprise propose un accompagnement pour leurs salariés, mais ils n'ont pas d'hypno euh, hispanophone à Paris. Et donc, la nana me branche et du coup, cette entreprise risque ensuite de me faire travailler, tu vois. Bon, tout ça pour dire que moi, les langues, ça me botte.
Euh, j'ai eu envie de nourrir ma pratique voilà, de pouvoir le faire en différentes langues. Euh, j'ai travaillé un peu à faire de l'apprentissage des langues avec l'hypnose. Bon, j'ai eu des résultats intéressants parfois. Je pensais que ça allait être une poule aux œufs d'or et que ça allait décoller. Alors Mais peut-être que, je pense que tu connais peut-être, il y a quelqu'un qui fait ça avec pas mal de pubs sur Internet, oui, oui. etc. Il y a différentes écoles, il y en a qui sont vraiment nuls. Il y en a une là, qui a l'air d'être plus sérieuse. Voilà, moi, j'ai pas eu la stratégie de me dire, allez, j'en fais un vrai business, je structure le truc, je fais des cours en ligne, etc. Je l'ai plus fait un peu à la main avec les clients qui se présentaient. Mais bon, Mais pour le recentrer, je moteur, dirais, ce que je trouve intéressant, c'est le moteur qu'il y a derrière. Parce à que quand savoir, bien même il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas, bon, il y a pas de stratégie entre guillemets, je pense que ça part aussi d'un élan de passion, d'envie réelle, carrément. c'est-à-dire une passion forte. Et je pense que c'est intéressant pour chacun de s'interroger dans une activité d'indépendant, dans l'accompagnement. Qu'est-ce qui me passionne vraiment dedans? Et ça sera. euh, Tu parlais de Laurent Bertin tout à l'heure. Un jour, il m'a dit, il m'a dit un truc. Il m'a dit si tu as besoin d'être motivé en tant qu'entrepreneur, c'est que tu n'es peut-être pas à la bonne place. Si tu as besoin qu'on te motive, tu vois, c'est que tu n'es pas à la bonne place. La passion, c'est un moteur assez extraordinaire. Et souvent, j'entends, et j'avais cet échange il y a 2 jours avec quelqu'un, où on se disait pourquoi tu as décidé de faire ce métier, de te lancer. Et souvent, il y a la réponse pour aider des gens. Moi, que j'aime bien recadrer en disant le boulanger, il aide les gens aussi, hein. On n'est pas obligé de devenir thérapeute pour aider des gens, hein. Donc, mais pourquoi vraiment? Et d'aller creuser vraiment ce questionnement-là. Pourquoi on a décidé de le faire? Pourquoi on a décidé de se lancer? Quand je t'écoute, on entend la passion, on entend la créativité, la passion des langues qui finalement a fait un effet toile d'araignée sur l'hypnose, sur tout. Et on voit que tu reboucles avec tout ça en plus, qui constitue ton activité. C'est comme si le moteur passion t'avait permis finalement de te laisser porter entre guillemets et d'envisager la stratégie après l'élan et pas l'inverse. Ouais, ouais, ça correspond pas mal à ce que je ressens. Et c'est ça qui est intéressant peut-être pour les gens, et presque on pourrait leur donner le conseil. Alors moi, je donne toujours quand même le conseil d'anticiper une installation pour pas se foutre dans la merde économique. Ça, pour moi, je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus, hein. Encore une fois, à l'époque, j'étais pas conscient de la chance que j'avais et des enjeux économiques. Oui, tu parles vraiment de chance, et je pense que c'est J'étais intéressant de le un jeune souligner chien quand même. fou, tu vois, je veux dire. Mais je pouvais aussi être fou à hauteur de, même si je l'avais pas conscientisé, de la sécurité dans laquelle je me trouvais. Exactement. Euh, Aujourd'hui, avec le recul, et voilà, la vie, forcément, ça nous fait bouger, ça nous fait grandir. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je forme pas mal de gens quand même maintenant, du coup, Et oui. plusieurs sessions par an. Et du coup, ben, je vois c'est souvent des reconversions de gens qui sont dans un parcours de vie où ils ont des enfants, ils ont des emprunts, etc. Donc, C'est pas la même. c'est des vrais enjeux et on en parlait tout à l'heure. Pour l'instant, je touche du bois, je suis passé un peu entre les mailles, mais il n'y a rien eu de dramatique. Mais on peut imaginer qu'il y ait des scénarios qui puissent être vraiment compliqués, quoi. Oui, je suis en contact de cela assez régulièrement et c'est pour ça que c'est pas pour rien que je fais ces podcasts et que je donne autant. Tu parlais de générosité aussi tout à l'heure, hein. Je pense que la générosité, elle est aussi liée avec l'envie, la passion, le sens qu'on met aux choses. Et moi, il y a toujours quelque chose, c'est marrant parce que tu parlais de Laurent, on est un peu pareil, Laurent, sur ce sujet-là. Il m'a aussi beaucoup inspiré sur l'aspect de la générosité, hein. Moi, quand je dis j'accompagne les gens avec générosité, cœur et méthode, c'est pas pour rien, parce que la générosité, c'est une base, à mon sens, d'avoir l'envie d'aider les autres, en fait. Si on est accompagnant, c'est parce qu'on a envie de filer un coup de main. Pourquoi on devrait retenir les informations et qu'on devrait uniquement les commercialiser? Bah non, autant aider les gens, autant donner de l'information, autant être généreux, je pense, dans cette envie de partager, dans cette envie de sensibiliser, cette envie de changer, entre guillemets, le monde, tu vois ce que je veux dire? Et naturellement, je pense que derrière, les gens ont envie de venir nous voir parce qu'à un moment donné, ils auront peut-être besoin d'un coup de main plus personnel, plus individuel. Et à mon sens, cette générosité-là, elle est indispensable et je trouve ça chouette que tu en parles là, dans ce Et puis, podcast. elle est stratégique sans être bassement, comment dire, stratégique, justement. Biais de réciprocité, si tu es généreux, les gens ont envie d'être généreux avec toi. Si tu donnes Exactement. beaucoup, tu laisses présupposer que tu as beaucoup plus à donner.
ou Ah beaucoup oui. plus à vendre éventuellement. Et puis après, ça va dépendre des sensibilités. Moi, je trouve que le monde dans lequel on vit, extrêmement orienté business, performance, moi, ça pose des enjeux qui sont importants pour moi. Je ne raisonne pas trop. C'est pour ça que j'étais content aussi de sortir du monde de l'entreprise, parce que c'est une ambiance moi, qui résonne mal avec ce que je ressens. J'ai l'impression que le monde, il a plus besoin qu'on prenne soin des uns des autres et qu'on grandisse ensemble et qu'on valorise les qualités des uns et des autres. Euh, et comment on vit ensemble, plutôt que d'essayer d'épuiser la planète en essayant de vendre un maximum de plastique, quoi. Je Exactement. caricature. Donc voilà, du coup, je, je pense que au moins pour ces aspects-là, il y en aurait peut-être d'autres qu'on pourrait réfléchir. Être généreux me paraît une stratégie à la fois humaine et économique qui fait sens. Et puis, tu vois, ça fait bosser. Moi, quand j'ai fait Oui. les traductions, bah, du coup, ça m'a fait bosser. En fait, au départ, je le faisais pour moi. Et puis, une fois que tu as fait un truc pour toi, si tu le mets à disposition des gens et que les gens en sont contents, bah, finalement, c'est ça qui a fait exploser ma page Facebook qui stagnait à 300 likes, qui étaient mes potes et mes collègues. Et puis, la première vidéo sur Tony Robbins, elle m'a fait gagner 1500 likes en quelques heures. Et puis, il y a eu une vidéo sur une leçon de philosophie de vie, une espèce de, je sais pas si tu la connais, un professeur qui a une jarre comme ça, et puis Oui. dedans, il met des cailloux, puis il met Ah des oui, je connais. graviers, Ouais. puis il met le sable, etc. Et ça, c'était incroyable. J'étais en vacances en famille à Noël, et puis ma page gagnait des centaines de likes toutes les 3 minutes quand je vérifiais, parce que la vidéo a buzzé, quoi. Elle a été vue 1 million de fois. Tu vois, je me suis Ben oui, dit, bah, parce je l'ai vu la que vidéo, je l'ai trouvé cool. Je me suis dit, bah, les gens qui parlent pas anglais, c'est dommage, ils n'y ont pas accès. Et je prends 5 heures parce que c'est assez long quand même de faire du sous-titrage. Je prends 5 heures pour faire le truc et je la mets. Et puis, du coup, et ça je m'a pense que une c'est une perception. vision, c'est un peu c'est l'intention de ce podcast, hein, c'est aussi de faire découvrir une autre vision de l'entrepreneuriat, de la com, toujours dans ce monde qui prône vraiment la perf, la rentabilité, alors que dans l'idée, si on décide de consacrer notre vie à filer un coup de main à des gens, à participer peut-être à autre chose, de ne pas avoir cette générosité-là dans sa communication. Je parle de communication parce que c'est aussi une manière de se faire, c'est une manière de se faire connaître, cette générosité-là que tu parlais de stratégie tout à l'heure. Effectivement, quand on donne, ça permet aussi aux gens de savoir qui l'on est, ce qu'on a dans la tête, notre philosophie, notre regard. Et c'est là que les gens peuvent adhérer. C'est pas en restant planqué et en mettant clic sur ma pub, c'est 70 balles. Ça marche aussi, ça, c'est pas le sujet. Mais cette intention de générosité-là, à mon sens, elle est absolument fondamentale et de revenir à ce pourquoi on a décidé à un moment donné de faire ce boulot-là. Et c'est pas que dans un aspect commercial, c'est presque une conséquence. C'est pas une conséquence, l'aspect commercial et business que les gens viennent nous voir, que finalement, à mon sens, il faut garder cette intention de générosité-là, ça me semble. Et c'est là où j'ai envie de te proposer de lier la passion et la générosité. C'est plus facile de proposer du contenu, de donner des choses, c'est QFD, quand on est vraiment animé et passionné par ce que l'on fait. De toute façon, on l'aurait fait. Donc, c'est pas je me saigne pour donner un truc. De toute façon, j'ai envie de le faire, le truc, et il est là. Donc, je vais pas le commercialiser, donc je le donne, et puis ça va amorcer la pompe. Tu parlais des conseils. Moi, j'ai commencé aussi pour développer ma clientèle à faire pas mal de cabinets publics Oui, voilà. euh, Ouais. ou des ateliers de gestion du stress, sur le sommeil, auto-hypnose, etc. J'ai été sur des salons euh, pour faire des séances Ah d'hypnose au ouais. chapeau, etc. C'est clairement des moments qui n'ont pas été très rentables économiquement. J'ai Non. parfois plutôt pas gagné d'argent ou pas beaucoup. Par contre, bah, ça permet que les gens te connaissent, ils te sentent. Si tu as 2 personnes sur le groupe de 15 qui viennent te voir, ben, ça amorce la pompe. Ça fait travailler parce que du coup, tu dois être capable de bien parler de tes sujets. Ça fait travailler aussi la communication de groupe, qui me semble assez importante aussi quand on fait de l'hypnose. On Ah risque d'être amené à bah, parler devant un groupe. Euh, mais pas que dans l'hypnose, hein, de toute manière, hein. Je pense que c'est de manière vraiment générale, hein. Là, on parle d'hypnose parce que c'est ce que tu fais, mais moi, pendant 3 ans, j'ai fait des ateliers tous les 15 jours et ensuite, c'était une fois ouais, par mois. Au début, j'avais ouais. 2 personnes, j'avais une pétoche d'enfer, je n'arrivais pas à aligner 4 mots. À la fin, je refusais du monde et je suis devenu très, très à l'aise à l'oral. Ça m'a développé plein de compétences, le contact avec les gens, ça m'a ramené du monde. Je ne pense pas que financièrement, c'est été rentable, mais en termes de compétences, d'expérience de vie et de retour sur investissement, si on peut utiliser un terme plus technique,
Ça a été absolument extraordinaire. Et aujourd'hui, si je peux faire des stages et animer des stages devant 30 personnes, gérer les groupes, les machins, les trucs, c'est aussi parce que j'ai décidé de faire ça à un moment donné, qui n'était pas forcément rentable et qui était dans une intentionnalité aussi de générosité et de se faire connaître, bien évidemment. Et tu me fais prendre conscience que probablement que ça a contribué au fait que je sois recruté par l'Institut de formation, Ah bah, bien sûr. puisque je suis à l'aise en groupe et que pour former des gens, tu as intérêt à bien gérer le groupe, à être capable d'être attentif aux uns et aux autres, de bien gérer le timing, les rythmes, la manière de répondre. Les relous. Pardon? Les relous aussi, des fois. Ouais, les relous, les gens qui essaient de te coincer, etc. Comment tu le fais? Est-ce que tu te sens agressé? Est-ce que tu réponds avec humour? Il y a plein de paramètres. C'est peut-être pas le lieu pour creuser ça, mais en tout cas, voilà, notre conversation me fait prendre conscience que probablement que ces expériences un peu premières dans le développement de l'activité m'ont aidé à forger de la compétence pour que 8 ans plus tard, j'obtienne, entre guillemets, le job de mes rêves. Exactement. Et que, tu n'avais pas anticipé dans l'idée. Je savais. Tu le savais au fond, mais tu formateur. t'es pas dit, je vais faire des ateliers parce que comme ça, je vais pouvoir développer une compétence qui va me permettre de. Non. C'est ça que je veux dire dans la notion d'anticipation. Ouais. C'est le côté aussi parfois, entre guillemets, naïf, d'être dans cet élan d'envie, de se tester aussi, d'apprendre de nouvelles choses, de se confronter à d'autres situations, de développer d'autres compétences. On parlait beaucoup de compétences dans un autre podcast avec Anna. Quelles sont les compétences annexes qui sont nécessaires d'être développées au-delà de son expertise d'accompagnant et de l'outil qu'on utilise. Mais c'est tous, finalement, c'est comme si on voyait un petit noyau dur au milieu qui est ta compétence d'accompagnant, ton expertise, et qu'autour, il fallait greffer tout un package, en fait, pour que cette compétence, en fait, elle puisse véritablement s'exprimer. C'est un truc de malade quand tu es indépendant. Alors, tu es accompagnant, tu es thérapeute, ok, tu es commercial, tu es administratif, tu es gestionnaire, tu es marketing. C'est vraiment ambitieux quoi, d'être indépendant. Qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, dans ta vie d'indépendant? Le truc, vraiment, le truc que tu lâcherais plus jamais pour rien au monde. Moi, si je pouvais faire qu'un truc, ce serait développer des trucs. Ce que j'aime, c'est avoir de nouvelles idées, écrire des choses et mettre en place des programmes, ce genre de choses. J'ai plus de mal après les structurer et en faire un truc bien packagé, bien commercialisé. Après, ouais, non, elle est dure ta question parce que la formation en hypnose, c'est une joie extraordinaire. C'est hyper ambitieux parce que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Tu reçois des gens qui sont dans des parcours de vie où il y a souvent de vrais enjeux et qui peuvent venir avec des illusions. Et comment est-ce que tu les aides à mieux voir la réalité sans les dégoûter, sans trop leur faire peur? Moi, je marche sur des œufs quand même assez régulièrement. Mais c'est quand même une joie de transmettre la passion et de faire grandir les gens. Il y a une personne qui m'a beaucoup aidé quand j'étais en formation, j'ai évidemment taire son nom, mais c'était une personne qui avait quand même, je sais pas, un peu des casseroles, beaucoup de fragilité, dès qu'on lui faisait un feedback, ça pleurait. Tu vois, elle hésitait entre une formation en hypnose et une formation en diététique. Enfin, je veux dire, je pense qu'elle n'avait pas trop une stratégie marquée, quoi. Et à l'époque, dans ma prétention, je m'étais dit, mais cette nana, elle a l'ambition d'être thérapeute, mais qu'elle allait faire une thérapie d'abord, et même après une thérapie, c'est pas gagné. Et en fait, je l'ai recroisée un an plus tard dans un retour de formation, et la nana, elle avait été transformée, quoi. Elle était devenue solide, elle était, non mais me fais pas chier avec ton feedback sandwich, dis-moi les axes d'amélioration. Elle est devenue formatrice. Et ça, cette expérience, tu vois, ça m'a marqué, entre guillemets, au fer rouge que peu importe d'où on part, peu importe l'image qu'on peut projeter sur les autres, qu'on peut avoir et qui peut être plus ou moins réelle, en bossant, en plus avec les outils qui sont les nôtres, il peut y avoir des évolutions qui sont vraiment très fortes. Donc voir des gens dont tu te dis au départ, voilà, mais ça parle mal français, ils pensaient faire de l'hypnose de spectacle, ils se retrouvent en formation d'hypnothérapie, c'est mal engagé ce truc-là, et en fait, 3 modules plus tard, le type, il a beaucoup bossé, il a changé, et c'est sérieux et c'est bon. J'ai l'impression que le cabinet, je suis désolé, je vais te faire une réponse de Gaston, parce que je vais un peu couvrir tous les sujets, mais le cabinet me paraît impossible à lâcher. C'est ce qui te plaît, ça, dans ta vie, ça me plaît, puis ça me paraît essentiel. Je veux dire, comment
enfin, dans l'école dans laquelle je me suis formé, ils recrutaient parfois des formateurs sortir de la formation. Moi, ça me paraissait une hérésie. Comment tu peux prétendre former si tu n'as pas, j'allais dire 2 ans, D'expérience, mais bien non, sûr. 5 ans de cabinet, je veux dire, ça, et que tu continues de bosser en cabinet pour vérifier que tes outils continuent d'être pertinents, en fait, si tu veux. Plus la joie fondamentale, mais tu parlais de passion, là, je suis rentré de vacances cette semaine. Putain, je vais au cabinet avec des papillons dans l'estomac. Genre, tu sais, je me sens béni des dieux et chanceux. Quoi. Je vais dans un endroit beau pour aider des gens en faisant un truc sympa. Je veux dire, c'est quand même. Et C'est ils quand me même payent cool, bien. quoi. C'est quand même extraordinaire. Quoi, je C'est quand veux même dire. extraordinaire, ouais, bien sûr. C'est génial. Et voilà, les formations en entreprise, j'aime, c'est challenging. Euh, c'est une source d'exploration et de créativité qui pour moi, est importante parce que j'ai encore plein de choses à faire. Et puis, les dégustations sous hypnose, ben, c'est un truc que j'ai l'impression d'avoir trouvé par hasard, mais qui en fait qui a de vrais bénéfices. J'avais un peu peur, tu vois, que ce soit un truc gadget, genre, ah bah tiens, dégustation et puis hypnose, deux trucs à la mode. Et en fait, on s'est retrouvé à faire une dégustation pour des professionnels du champagne dans un palace en Champagne, donc plutôt des vieux de la vieille et petite pression, tu vois, parce que hypnotiser tes potes qui viennent tester ou des gens, des amateurs de vin qui viennent tester, bon voilà, mais là c'était vraiment dans un cadre professionnel et on a eu des retours extraordinaires, des gens qui te disent, mais c'est incroyable parce que ce champagne, il est dans ma famille depuis des générations, je l'ai goûté des milliers de fois et là en hypnose, j'ai eu l'impression de le redécouvrir complètement. Génial. Et tu vois, ça a été la confirmation de me dire, c'est pas juste gadget, c'est pas juste de la poudre aux yeux ou un bon concept marketing. Il y a un vrai bénéfice pour des néophytes, pour des gens qui connaissent pas forcément le vin, la dégustation, parce que ça permet de te mettre dans un état où le mental et les croyances sont un peu éloignés, voire endormis. Et du coup, tu peux revenir à ta sensorialité. Il y a un type qui était là, on n'a pas trop refait, mais on a dégusté du Riesling une fois, et à la sortie de la dégustation, elle a dit, c'est incroyable, parce qu'en fait, moi, j'aime pas le Riesling. Mais en hypnose, bon, c'était un bon Riesling, hein. Ma collègue, elle choisit toujours des produits de qualité, mais elle a dit, mais là, en hypnose, ben, je sais pas, j'ai été curieux de l'expérience, et en fait, le contact du vin sur ma langue, les papilles, et les saveurs, etc., en fait, je l'ai aimé. Euh, J'ai et, et l'impression que vraiment ce qui te plaît dans ta vie d'indépendant, c'est vraiment cet aspect de la créativité, de l'ouverture du champ des possibles. ben, c'est hyper important et en même temps, je te dis, je pense que je suis en train de franchir une étape de vie où la créativité adolescente, où tu as l'impression que tu as tout le temps du monde et que tu peux tout faire, ben, en fait, non. Ouais. Euh, le temps est compté et le temps passe vite. L'énergie est limitée aussi, même s'il y a plein d'activités qui donnent de l'énergie. Donc là, voilà, j'ai l'impression d'avoir un peu 4 sillons en parallèle qui sont à peu près, comment dire, organisé et structuré. Maintenant, je crois que ça mérite à ce stade pour moi voilà, d'être plus récolté et structuré et de leur donner une dimension, je reviens à un côté économique, une Bah, vraie dimension d'entreprise. Et pour le coup, d'avoir une entreprise qui soit performante, qui me permette, moi, de bien vivre, d'être en sécurité, de pouvoir acheter un prochain appart si je le veux, de pouvoir emmener ma femme et mon fils en vacances, bah oui, et ce genre de petits la, détails qui la vie, font quoi. que, et tu vois, on parlait de l'équilibre. Là, la formation, ça fait que j'ai pas besoin des séances pour vivre. Donc quand je fais Ouais. des séances, je suis dans le plaisir. Je suis pas dans le putain, il faut absolument que ça marche parce que si ça marche pas, il va pas revenir et il va me faire une mauvaise pub et je risque de pas avoir de clients. Là, c'est bah Eh cool. oui. Je rencontre une personne, explorons ensemble. Moi, je vais faire de mon mieux. Je sais que l'outil il est génial. Je sais que l'être humain il peut être génial. Ben, on va faire le maximum. Et en Mais même du temps, tu coup, n'as pas que ça. T'as quatre, je crois que tu as quatre panels, tu as quatre domaines d'intervention oui, tout à oui, l'heure, ce oui. que tu évoquais. En Hein. plus, ouais, tout à fait, tout à fait. Et c'est cette diversification-là, et c'est là où je trouvais intéressant aussi notre échange avec toi, c'est d'être soucieux de la diversification, de l'expérimentation, de l'exploration des choses pour arriver à définir vraiment un équilibre entre plusieurs aussi sources de revenus, hein, basiquement, pour Carrément. justement, bah, si tu en as un qui déconne ou qu'il y en ait un où tu peux mettre moins d'enjeux, y aller plus pour le plaisir, vraiment, il y a énormément de bénéfices secondaires quand même au fait d'être dans l'exploration, d'imbriquer différents domaines d'intervention, différents types d'intervention.
Et tout ça se fertilise de manière croisée, c'est-à-dire que En plus, ouais. les stagiaires peuvent devenir des clients. Les stagiaires, ils savent que je fais des dégustations sous hypnose. Du coup, Voilà. parfois, ils m'aident à organiser un événement en région. Une cliente en cabinet peut m'ouvrir la porte de son entreprise. En entreprise, je peux faire de la dégustation sous hypnose. Donc Ah, voilà, ça, ça permet que ça crée de s'interagit. la vie et ça crée du mouvement Et à mon qui, sens, je pense que c'est effectivement, important d'être soucieux fonctionne. de ça assez rapidement. D'être dans cette exploration assez rapidement. Soucieux, je ne sais pas si c'est le mot que j'emploierais, en tout cas, Attentif. je- ouais, attentif et ouais, vigilant, en tout cas, le prendre en compte. Euh, ben, c'est le vieil adage, quoi, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier Surtout dans la vie d'indé, quoi. dans la vie d'indépendant. Et puis, si on revient à ce qu'on disait, je crois que les gens sont sensibles à ce qu'on dégage, un peu à ce qu'on rayonne. Et du coup, quand il y a des sujets ou des dimensions qui nous passionnent, qui sont importants pour nous, on les travaille sans effort, on les travaille dans la joie. Du coup, on acquiert de la compétence ouais, de manière fluide et progressive, mais sérieuse et continue. Et du coup, je pense que les gens, ça, ils le sentent. Ouais, bien sûr. Et donc, ça crée de l'attraction aussi, quoi. On va conclure avec une dernière question. Réponse synthétique, courte, un peu comme tu le sens. Mais Challenge. voilà, vraiment un challenge, un truc. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut vivre de son activité d'accompagnant aujourd'hui? Qu'il soit en projet, en cours d'installation ou déjà installé. C'est quoi que tu conseillerais à quelqu'un, toi? De ton point de vue, hein, vraiment. Je réfléchis, hein, parce que ce qu'on vient de se dire, c'est que c'est tellement vaste. Euh, Ce qui, toi, est... Écoute, ouais, de manière concise, je dirais que ça va reboucler avec ce qu'on vient de se dire. Euh, Trouver, identifier son cœur de passion et d'expertise, ce que tu es bon, ce en quoi tu es bon et ce que tu as envie de faire, et creuser ce sillon, notamment par la générosité. Et si tu es en début de pratique, je recommande vivement de faire des ateliers gratuits ou très peu chers pour amorcer la pompe. Du coup, te forcer à monter en expertise, donner du contenu aux gens et te faire connaître et te faire sentir. Parce que les gens, en fait, ils ont surtout, je crois, besoin de sentir la personne qui va les accompagner. Super, merci. Merci Je infiniment à pense que toi. c'est une super conclusion. C'est génial. Merci infiniment. Comment on peut te suivre? On peut te retrouver, toi? Ta page, ça s'appelle comment? Euh, ma page Facebook s'appelle l'hypnose à votre service. Oui, Voilà. Pour la thérapie, si on cherche Adrien Moulard, on trouve facilement. On trouve sur Doctolib aussi. Le vin sous hypnose, vinssoushypnose.fr, et puis sur les réseaux sociaux. super. Et ça va déjà pas mal. Ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Ben, merci du fond du cœur pour l'invitation et ben, j'espère que ça a pu apporter du positif. Et Ouais. ben, aussi, je serais curieux des retours des gens. Et puis, si on peut continuer d'explorer et de grandir ensemble, ben, avec beaucoup de joie. Eh ben, je vois partager. Je te remercie beaucoup. Salut Jean-Pierre, à très Salut. bientôt.